Chaque matin à 5 heures pile, Isabelle Marey arrivait sur la base militaire de Fort-Dumas 1 heure avant que les premiers soldats ne commencent leur journée. Son vieux pick-up bleu, cabossé et poussiéreux, toujours garé à la même place près de l'atelier d'entretien des armes, faisait presque partie du décor. Dans ses mains, toujours le même café noir dans le même thermos cabossé. Ses pas étaient mesurés, précis, presque rituels, comme si chaque mouvement était codifié. Pour tout le monde sur la base, Isabelle n'était qu'une simple contractuelle civile. Compétente, fiable, mais sans éclat. Ses cheveux blonds étaient tirés en queue de cheval pratique, elle portait des jeans simples, des chemises sans motif et refusait systématiquement les invitations des autres techniciens à partager un verre après le travail. On respectait son sérieux et la qualité de son travail, mais personne ne savait vraiment qui elle était en dehors de ses murs. Son appartement, à 5 km de la base, était un modeste 2 pièces aux murs beige et au mobilier minimaliste. Aucune photo personnelle, aucun trophée ou médaille encadrée. La seule touche personnelle dans ce décor presque aseptisé était une petite boîte en bois posée sur sa table de chevet. Une boîte qu'elle ne laissait jamais personne ouvrir. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Son poste de travail reflétait cette même sobriété méticuleuse. Chaque outil était aligné avec une précision mathématique et chaque arme sur laquelle elle posait les mains recevait l'attention qu'un père donnerait à un enfant. On plaisantait parfois qu'elle traitait les fusils comme s'ils allaient sauver le monde, sans jamais se douter à quel point c'était littéralement vrai. Lorsqu'on lui posait des questions sur son passé, Isabelle détournait avec aisance. Elle parlait d'un simple intérêt pour les armes, de quelques séances de tir durant son adolescence. Rien d'assez notable pour susciter d'autres questions. Ses gestes étaient efficaces mais jamais tape à l'œil. Sa véritable expertise était soigneusement dissimulée sous une couche d'ordinaire délibéré. Pourtant, chaque matin, avant que quiconque ne franchisse le seuil de l'atelier, Isabelle accomplissait un rituel qui aurait suffi à trahir toute la vérité. Dans le silence de la baie vide, elle enchaînait sans pompe, comptant mentalement en silence. Non pas pour rester en forme, mais pour se souvenir. Chaque répétition portait le nom d'un visage, d'une vie, d'une âme qui avait façonné celle qu'elle était devenue, une femme qu'elle avait bien du mal à reconnaître aujourd'hui. La boîte en bois contenait 5 plaques militaires, usées à force d'être manipulées. 5 noms qu'elle murmurait durant ses exercices matinaux. 5 camarades qui lui avaient confié leur vie et qu'elle n'avait pas su sauver. Le poids de ces plaques l'avait poussée à fuir un monde où son nom avait été murmuré avec respect et crainte dans une quinzaine de pays pour se réfugier dans la tranquillité d'une tâche discrète et anonyme. Isabelle Marey était un fantôme à plus d'un titre. Elle avait effacé méthodiquement toute trace de celle qu'elle avait été, de cette légende discrète que certains croyaient morte. La petite contractuelle qui arrivait tôt, repartait tard, respectait toutes les échéances et ne se plaignait jamais de faire des heures supplémentaires, c'était tout ce qu'elle voulait que l'on voie. Mais les fantômes ont la fâcheuse habitude d'être découverts, surtout quand ils essaient un peu trop fort de rester cachés. Et à Fort-Dumas, où la précision militaire se mêlait à la surveillance civile, où de jeunes soldats confiaient leur vie à la fiabilité de leur matériel, le passé avait toujours une façon de rattraper ceux qui croyaient pouvoir le fuir. Ce matin-là, la journée où son anonymat patiemment construit commença à s'effriter, avait débuté comme toutes les autres. Café, pompe, puis ce poids familier sur ses épaules à mesure qu'elle se lançait dans l'entretien des armes pour la journée. Elle ne savait pas encore que le colonel Julien Durand la surveillait depuis plusieurs semaines déjà, ni que ses observations allaient bientôt briser la paix fragile qu'elle avait su bâtir. Le premier signe que quelque chose clochait survint lorsque Durand apparut dans l'atelier bien plus tôt que d'habitude, ses bottes impeccablement cirées claquant sur le béton avec l'autorité calculée d'un prédateur. Il avait cette posture de ceux qui ne doutent jamais de leur droit à juger autrui. Son regard balaya la pièce comme à la recherche d'une faille. Puis ses yeux se posèrent sur l'établi d'Isabelle avec l'intensité d'un chasseur jaugeant sa proie. Elle ne leva pas la tête, continuant à démonter le fusil qu'elle avait entre les mains, mais elle sentit aussitôt la tension dans l'air. Cette attention qui la faisait instinctivement se raidir malgré elle. La voix de Durand déchira le silence matinal comme une lame. « Marey, n'est-ce pas? Je viens de relire votre dossier. » Ces mots portaient une nuance d'accusation à peine voilée, suffisante pour que les autres techniciens lèvent discrètement les yeux.
sentant poindre l'orage. Isabelle se redressa lentement, lui offrant ce visage neutre qu'elle portait comme une armure. « Oui, monsieur, puis-je vous aider ?» Le colonel esquissa un sourire sans chaleur. « Je prends juste le temps de mieux connaître nos contractuels civils, » répondit-il avec une condescendance polie, « et de m'assurer que chacun comprend bien les standards que nous exigeons ici. » L'implication, bien qu'invisible, était lourde et claire. Isabelle avait déjà croisé des hommes comme Durand, des officiers convaincus que leur rang valait plus que la compétence, que le volume équivalait à l'autorité. Elle se contenta d'un hochement respectueux et retourna à son travail, espérant que le silence mettrait fin à la conversation. Mais Durand n'en avait manifestement pas terminé. 3 ans ici, et jamais la moindre demande de formation complémentaire. Aucun signe d'ambition. La plupart des contractuels cherchent à évoluer. La remarque mielleuse en apparence était en réalité un reproche calculé. Elle sentit sa mâchoire se contracter presque imperceptiblement. Elle savait reconnaître le petit jeu des hommes comme lui, ces stratèges de couloir, ces experts en domination par l'humiliation. Ce n'était pas une simple question de performance, c'était une question de contrôle. « Je suis satisfaite de mon poste actuel », répondit-elle d'une voix égale. « Ce travail a du sens. » Le rire de Durand ne contenait pas la moindre trace d'humour. « Du sens ? Vous nettoyez des armes, Marette. C'est important, bien sûr, mais n'exagérons pas. Ça ne demande pas de compétences particulières. » Les mots la transpercèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre car elle avait précisément choisi ce métier pour ce qu'il signifiait. Pour elle, chaque arme parfaitement entretenue était peut-être la garantie qu'un fils, une fille, un frère ou une sœur rentrerait vivant. Mais expliquer cela reviendrait à révéler plus qu'elle ne voulait en dire. « Je comprends, monsieur », répondit-elle simplement, la voix dénuée de toute émotion. Durand la fixa longuement, comme s'il cherchait la moindre réaction, le plus petit faux pas à exploiter pour justifier ce qu'il avait déjà décidé. N'obtenant rien, il se détourna pour aller inspecter d'autres établis. Pourtant, toute la matinée, elle sentit son regard revenir encore et encore sur elle, pesant comme une chape de plomb. Les autres techniciens échangèrent des regards, à la fois compatissants et soulagés. Ce n'étaient pas eux qui étaient sous le feu cette fois. Isabelle comprit leur silence. À Fort-Dumas, l'autorité de Durand s'étendait bien au-delà des murs de l'atelier et personne n'avait les moyens de se le mettre à dos. À mesure que la journée avançait, Isabelle repensait à sa petite boîte en bois, au nom qu'elle portait avec elle et aux raisons pour lesquelles elle avait choisi cette vie discrète. Elle avait cru que 3 années d'anonymat suffiraient à ce qu'on ne remette plus jamais en cause ses compétences. Mais les hommes comme Durand ne croyaient pas au service silencieux. Pour eux, seuls les échelons comptaient, les hiérarchies et les démonstrations de pouvoir. Et elle savait déjà, en quittant l'atelier ce soir-là, que ce n'était que le début. Ce genre d'homme ne lâchait jamais sa proie une fois qu'il l'avait marquée. Les jours qui suivirent confirmèrent ce qu'Isabelle craignait déjà. La campagne de harcèlement ne faisait que commencer. Comme toujours avec les hommes de la trempe du colonel Durand, cela commença subtilement. Des remarques sous couvert de conseils. Des formulaires supplémentaires à remplir, des changements d'horaire sans justification qui perturbaient soigneusement la routine méticuleuse qu'elle s'était construite. Elle avait vu ce schéma dans d'autres contextes, à d'autres époques, avec d'autres enjeux. C'était une tactique de pression graduelle, un jeu pour éroder la résistance et pousser la victime à la faute afin de pouvoir légitimer la punition déjà prévue. Chaque nouvelle exigence, chaque critique déguisée, elle les encaissa avec le même calme maîtrisé qu'elle avait appris sur d'autres terrains. Mais sous la surface, ses instincts se réveillaient, ses sens s'aiguisant comme une lame. Puis vint l'escalade. Lors d'une inspection routinière de l'atelier, Durand se présenta accompagné de 2 officiers juniors, ses bottes claquant toujours sur le sol bétonné, le regard déjà chargé de jugement. Il passa en revue chaque poste avec une méticulosité théâtrale, notant tout et n'importe quoi sur sa planchette. Mais arrivé à celui d'Isabelle, son insistance devint presque grotesque. Il examina ses outils, rangés avec une précision militaire, questionna ses méthodes pourtant éprouvées et validées pendant 3 ans, et finit par pointer un agencement qu'il déclara hors protocole. « Ce rangement ne respecte pas les standards, Marais », annonça-t-il d'une voix forte, pour que tous l'entendent. « Ici, nous appliquons les règles, pas les préférences personnelles. » Isabelle fixa le système qu'elle avait mis en place, adopté même par d'autres techniciens, tant il améliorait la rapidité et l'efficacité. « Monsieur, cette disposition a été approuvée lors des précédentes inspections. Elle réduit les délais et améliore la précision. » La réponse fit se crisper la mâchoire de Durand.
Les inspections précédentes ne dépendaient pas de moi. Je fixe de nouveaux standards et ils s'appliquent à tout le monde. » L'emphase sur ces derniers mots trahissait qu'il visait surtout Isabelle. Elle acquiesça sans répondre, sachant qu'à ce stade, le conflit ouvert ne ferait qu'aggraver la situation. Mais à mesure qu'elle déplaçait ses outils pour obéir à ses caprices arbitraires, elle sentait en elle une colère froide, presque vivante, remonter à la surface. Celle qu'elle avait enterrée des années plus tôt. La semaine continua sur le même mode. Convocations inutiles, accusations voilées d'inefficacité, tâches supplémentaires que personne d'autre n'avait à accomplir. Les autres techniciens la soutenaient d'un regard, d'un mot rapide à la pause, mais ils savaient comme elle que défier le colonel était dangereux pour eux aussi. Ils n'étaient pas en position de la protéger, et elle ne leur en voulait pas pour leur prudence. Elle portait seule ce fardeau, comme elle l'avait toujours fait. Le point de rupture arriva lors d'un briefing obligatoire, convoqué sous prétexte de manquement des contractuels. Dans la salle bondée, tout le personnel civil était réuni, et Isabelle se retrouva assise au 3e rang, sous les néons aveuglants, consciente que tous les regards se poseraient bientôt sur elle. Debout, à la tribune, Durand déroula une présentation où il mit en cause la culture civile, qu'il accusait de compromettre la discipline militaire. Des graphiques biaisés, des chiffres tronqués, des comparaisons absurdes, tout y était pour faire passer Isabelle pour un maillon faible. Certains ici pensent que leurs préférences personnelles priment sur les procédures, déclara-t-il d'une voix cinglante, plantant son regard dans celui d'Isabelle. Cette attitude met en péril la cohésion des unités. Elle serra les poings, contrôlant son souffle. Pas de réaction, pas maintenant. Elle avait déjà affronté pire, beaucoup pire. Mais ici, elle défendait autre chose. La paix qu'elle avait construite, la discrétion dans laquelle elle espérait finir ses jours de service. Durand appela son nom à haute voix, la prenant à partie devant tous. « Marais, peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous refusez d'appliquer les procédures standards ?» Elle se leva lentement, son regard droit et sa voix égale. « Monsieur, j'ai appliqué chaque procédure qui m'a été demandée. Mes résultats sont conformes ou supérieurs à tous les standards en vigueur. » Le colonel esquissa un sourire glacial. « Se conformer n'est pas suffisant, Marette. Il faut adhérer. Il faut épouser la culture militaire. » Ces mots résonnèrent en elle comme une gifle. Elle avait embrassé cette culture des années avant que ce bureaucrate ne sache ce qu'était une arme chargée. Mais au lieu de répliquer, elle laissa tomber un simple « Je comprends, monsieur » et se rassit. Il n'aurait pas sa colère. Pas encore. Après la réunion, plusieurs collègues vinrent murmurer des mots de soutien à Isabelle. Mais dans leurs regards, elle voyait la peur aussi. Ils savaient que la tempête n'était pas terminée. Elle était isolée, marquée, et Durand n'avait visiblement aucune intention de la laisser tranquille. Ce soir-là, de retour chez elle, elle resta longtemps assise à contempler la petite boîte en bois sur sa table de chevet. Elle en sortit les 5 plaques métalliques, les fit glisser entre ses doigts, les noms gravés, effacés à force d'être caressés. Ces noms représentaient ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait perdu, ce qui l'avait conduite à renoncer à sa gloire pour une existence humble. Mais Durand menaçait même cette paix fragile. La colère qu'elle refoulait depuis des semaines prenait la forme d'une détermination glaciale. Elle se promit alors que si ce combat venait à elle, elle le mènerait jusqu'au bout. Le lendemain matin, elle se leva plus tôt encore, accomplissant ses 100 pompes avec une intensité nouvelle. Chaque nom murmuré à chaque mouvement résonnait comme une promesse. À 5 heures pile, elle entra dans l'atelier comme chaque jour, mais quelque chose avait changé dans son port, dans sa façon de marcher. Plus droite, plus assurée, comme si le masque qu'elle avait porté pendant 3 ans commençait à se fissurer. À 8 heures, elle se présenta au bureau du colonel Durand, comme il le lui avait ordonné. Il la fit attendre 20 longues minutes, son petit jeu de pouvoir habituel. Lorsqu'il la fit enfin entrer, il était assis derrière son bureau impeccable, entouré de décorations accrochées au mur, témoignage d'une carrière plus administrative que combattante. Il lui lança un regard satisfait, sûr de sa victoire. « J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à votre comportement d'hier, Marais », lança-t-il en s'adossant dans son fauteuil. Isabelle croisa son regard, ses yeux clairs plus durs que jamais. « Oui, monsieur, j'ai beaucoup réfléchi. » Cette réponse, calme et posée, sembla le déstabiliser une fraction de seconde. « Bien, » répondit-il sèchement. « Alors vous comprenez que ce genre d'insubordination ne sera pas toléré. » Elle acquiesça lentement. « Je comprends la différence entre l'autorité et la compétence, monsieur. Et je sais qu'entre obéir aveuglément et agir avec conscience, il y a une ligne.
Ces mots, tranquilles mais tranchants, le firent de blêmir. Il tapa du poing sur son bureau. « Êtes-vous en train de me menacer, Marais ?» Isabelle soutint son regard sans ciller. « Non, monsieur, je rappelle simplement des faits. Depuis 3 ans, mes armes n'ont jamais failli. Chaque soldat qui a porté une arme entretenue par mes soins est revenu entier. C'est une réalité mesurable. » Le colonel se pencha vers elle, rouge de rage. « Vous êtes viré, Marais. Vide ton poste, ton contrat est terminé immédiatement. » Elle ne broncha pas. Elle se leva calmement, ramassa ses affaires et dit en se tournant vers lui « Vous devriez reconsidérer votre décision, monsieur. » Le colonel fronça les sourcils, surpris par le calme glacial de sa voix. « Vous me donnez des ordres maintenant ?» Elle soutint son regard une dernière fois. « Non, monsieur. Je dis juste que vous faites une erreur qui vous coûtera cher quand la vérité éclatera. » Puis elle sortit, laissant derrière elle un homme blême, pour la première fois gagné par le doute. Isabelle quitta le bureau du colonel avec la même démarche mesurée qu'elle avait adoptée depuis 3 ans. Mais cette fois, chaque pas portait une intensité nouvelle. Dans le silence de l'atelier, tous les regards étaient rivés sur elle lorsqu'elle franchit la porte pour la dernière fois. Certains la saluèrent d'un signe discret, d'autres se contentèrent de la suivre des yeux, partagés entre la sympathie et la curiosité. Elle commença à emballer ses outils méthodiquement comme elle avait toujours fait, sans précipitation. Mais sous cette discipline glaciale, son esprit s'agitait déjà. Elle savait que cette bataille n'était pas terminée. Elle n'était même pas encore commencée. Maître sergent Benoît Leroux, l'adjudant-chef de l'atelier, s'approcha d'elle d'un pas hésitant. Voilà 2 ans qu'il travaillait avec Isabelle et savait mieux que quiconque la qualité exceptionnelle de son travail. « Isabelle, murmura-t-il, en jetant des coups d'œil autour de lui, sache que ce qui t'arrive ne reflète en rien ce que nous pensons de toi ici. Tu es la meilleure qu'on ait jamais eue. » Elle releva les yeux vers lui, son expression toujours aussi calme, mais une étincelle nouvelle brillait dans ses pupilles. « Merci Benoît, ça compte pour moi. » Il la scruta quelques instants de plus, sentant confusément que quelque chose d'invisible se jouait ici. « Tu vas aller où maintenant ? Si jamais tu as besoin, je connais des gens qui... » Isabelle lui adressa un sourire énigmatique. « Ne t'inquiète pas pour moi. Les choses finissent toujours par se remettre en place. » Elle reprit son emballage, laissant derrière elle un Benoît perplexe, incapable de comprendre cette sérénité froide qui émanait d'elle comme la promesse d'une tempête à venir. Une fois ses affaires chargées dans son pick-up, Isabelle roula en direction de son appartement sans même se retourner vers la base. Mais dès qu'elle franchit le seuil de chez elle, elle posa ses clés sur la table et se dirigea droit vers la boîte en bois sur sa table de chevet. Elle l'ouvrit d'une main assurée et en sortit les 5 plaques métalliques, ses doigts les caressant comme un talisman. Les noms gravés murmuraient dans sa tête, réveillant les souvenirs d'une autre vie. « C'est le moment ?» murmura-t-elle dans le silence de la pièce. Le fantôme qu'elle avait voulu enterrer pendant 3 ans venait de s'éveiller, et il avait faim. Cette nuit-là, elle fit ce qu'elle avait longtemps refusé de faire. Elle contacta d'anciens alliés. Des voix du passé répondirent aussitôt à ses appels. Dans le cercle très fermé de ceux qui avaient servi à des niveaux d'opération classifiés, son nom portait encore un poids immense. En l'espace de 48 heures, elle avait constitué un dossier complet sur le colonel Durand. Son parcours, ses failles, ses transferts disciplinaires, ses plaintes étouffées. Une image limpide émergea. Derrière son autorité arrogante se cachait un homme dont la carrière avait été marquée par la médiocrité. Un officier toujours placé à des postes où ses erreurs auraient le moins d'impact possible. Ses états de service au Moyen-Orient se résumaient à des affectations administratives bien à l'abri dans la zone verte. Ses décorations, si fièrement exposées dans son bureau, n'étaient rien d'autre que des distinctions bureaucratiques. Mais pire encore, Isabelle découvrit un schéma inquiétant. À Fort-Dumas, Durand avait déjà fait tomber 3 autres contractuels civils en l'espace de 6 mois. 3 femmes, toutes impeccables sur le plan professionnel, toutes accusées de manquement aux standards. Le schéma était indéniable. Ce n'était pas une question de performance, c'était personnel et toxique. Elle n'eut même pas besoin de chercher longtemps pour savoir à qui faire remonter ces informations. Dans la petite communauté militaire, certains grades savaient déjà que Durand posait problème, mais ils attendaient un élément déclencheur pour agir. La chute d'Isabelle avait fourni la preuve qu'il leur manquait. 3 jours après son renvoi, le commandant Étienne Torres débarqua à Fort-Dumas, officiellement pour une inspection de routine. Dans les faits, il venait vérifier la dégradation rapide de la préparation opérationnelle de la base et enquêter sur les plaintes. Torres était un vétéran aguerri.
décoré à plusieurs reprises pour ses interventions dans des zones hostiles. Il n'était pas du genre à se laisser impressionner par un bureau bien rangé ou des médailles de pacotille. Très vite, il passa en revue les rapports de maintenance, inspecta les armes et nota la différence flagrante entre celles entretenues avant le départ d'Isabelle et celles prises en charge depuis. En moins d'une journée, il avait compris l'ampleur des dégâts. La base avait perdu en efficacité et en fiabilité depuis qu'Isabelle avait été écartée. Durand tenta bien sûr de justifier ses décisions, mais Torres l'écouta poliment, un sourcil levé. Puis il lui posa la question fatale. « Colonel, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la performance de la maintenance a chuté de près de 30% depuis le départ de Marais? Pourquoi 3 incidents techniques ont eu lieu en une semaine alors qu'il n'y en avait aucun auparavant ?» La sueur perla sur le front de Durand, tandis que ses justifications devenaient de plus en plus confuses. Torres ne fit aucune remarque, se contentant de prendre des notes. Il avait déjà compris l'essentiel. Le soir même, Torres appela Isabelle. D'une voix posée, il lui demanda un rendez-vous pour le lendemain. Pas en tant qu'ancien employé, mais en tant que spécialiste dont les compétences pouvaient être cruciales pour la suite. La convocation passa par des canaux qu'Isabelle n'avait plus utilisés depuis 3 ans, des circuits réservés à ceux qui savaient vraiment qui elle avait été. La rencontre eut lieu dans un café à l'écart de la ville. Torres était déjà là quand elle arriva. Il se leva pour la saluer, son regard la détaillant comme on évalue un atout décisif dans une opération délicate. « Madame Marais » commença-t-il. Il ne s'agit pas seulement de votre renvoi. Nous devons parler des circonstances et surtout de qui vous êtes vraiment. Isabelle soutint son regard, comprenant qu'il avait percé le secret qu'elle avait mis tant de soin à dissimuler. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, commandant. » Torres esquissa un léger sourire. « Si, vous le voyez très bien. » Puis, en s'appuyant contre le dossier de sa chaise, il laissa tomber des chiffres et des faits qui firent l'effet d'une gifle glaciale. 318 missions, 76 cibles prioritaires éliminées, la fameuse frappe de Tangier, la seule femme à avoir terminé la formation des forces spéciales sans la moindre concession. Isabelle ne bougea pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement autour de sa tasse. Torres hocha la tête avec respect. On vous appelait l'ombre, celle qui frappe toujours juste et disparaît sans laisser de traces. Elle ferma les yeux, sentant les murs de son anonymat s'effondrer. L'ombre est morte en Afghanistan avec son équipe, murmura-t-elle. Torres acquiesça. Peut-être, mais la femme en face de moi entretient des armes avec une précision que seuls des opérateurs d'élite peuvent atteindre. Et ça ne meurt pas. La suite de l'entretien avec le commandant Torres se fit sous le signe d'une franchise brutale. Sur la table entre eux, il posa un dossier épais, parfaitement ordonné, retraçant les abus du colonel Durand et le déclin mesurable de la base depuis le renvoi d'Isabelle. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les témoignages des autres contractuels civils, enfin libérés de leur peur par l'arrivée de Torres, complétaient le tableau. « Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire tomber », annonça-t-il d'une voix calme. Isabelle resta silencieuse un long moment, les yeux baissés vers les pages. Puis, elle les releva, son regard à nouveau habité de la flamme qu'elle croyait éteinte. « Et moi ?» demanda-t-elle. Torres esquissa un sourire. « Vous allez revenir, mais pas pour entretenir des fusils. Pas seulement. Vous allez les former, transmettre ce que vous savez, ce que vous êtes, en finir avec la peur et l'amateurisme. » Le lendemain, le couperet tomba sur le colonel Durand. Lors d'une réunion convoquée par la commandante en chef de la base, Madame la colonelle Jeanne Valois, le commandant Torres déroula avec une précision clinique les preuves de son incompétence, de son harcèlement systématique et de l'impact désastreux sur la préparation opérationnelle. Chaque accusation était étayée par des documents irréfutables. À mesure que la vérité éclatait, la colère cédait la place à la honte sur le visage de Durand. La colonelle Valois conclut la séance sans appel. « Colonel Durand, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Une enquête formelle sur votre conduite suivra. » Ce jour-là, il quitta la base, seul, sans un mot, ses bottes résonnant tristement sur le bitume. À l'extérieur, il croisa Isabelle qui revenait d'un entretien avec Torres et Valois. Elle portait à la main un dossier aux couleurs de l'armée et affichait une assurance que rien ni personne ne pouvait plus lui ôter. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il tenta un murmure amer. « Vous avez détruit ma carrière. » Mais elle répondit d'un ton glacial et sans haine. « Non, colonel, vous l'avez détruite tout seul. J'ai juste veillé à ce que tout le monde le voie. » Et elle tourna les talons, laissant derrière elle un homme brisé et le fantôme de ce qu'il aurait pu être.
Quelques semaines plus tard, la transformation de la base était déjà palpable. Isabelle avait repris son uniforme discret, mais cette fois dans le cadre d'un rôle bien plus grand. Chaque matin, elle arrivait toujours à 5 heures, toujours avec son café et ses 100 pompes en mémoire des 5. Mais désormais, les jeunes recrues l'attendaient sur le pas du hangar, impatientes d'apprendre. Elle avait conçu un programme de formation complet, axé sur la précision, la discipline mentale et la compréhension intime de son arme. L'atelier de maintenance était devenu un véritable centre d'excellence où les soldats se pressaient pour perfectionner leur technique, sous l'œil infaillible de celle que tous surnommaient désormais, avec un profond respect, Madame Marais. Ses élèves se succédaient, jeunes hommes et jeunes femmes, avides de tout ce qu'elle avait à leur transmettre. « Comprenez bien ceci », répétait-elle souvent devant eux. La différence entre rentrer vivant ou dans une boîte pliée sous un drapeau, ce n'est pas la chance, c'est la préparation. La rigueur, la conscience que chaque détail compte, même quand personne ne vous regarde, surtout quand personne ne vous regarde. Et chacun d'eux sentait la gravité de ces mots sans jamais connaître toute l'histoire derrière. Sous son impulsion, la culture de la base changea profondément. Les civils gagnèrent en considération. Les soldats se mirent à traiter leur équipement avec une attention nouvelle, conscients que leur vie en dépendait. Les résultats des formations s'améliorèrent drastiquement. Et les statistiques des tirs de qualification montèrent en flèche. Torres, qui passait régulièrement pour évaluer les progrès, ne cachait pas sa satisfaction. « Elle dépasse toutes nos attentes », confia-t-il à la colonelle Valois lors d'une inspection. « Elle ne forme pas seulement des tireurs, elle forme des guerriers. » Parmi ses stagiaires les plus prometteuses se trouvait une jeune lieutenante du nom d'Élise Perrin. Déterminée, brillante, mais encore un peu trop impulsive. Isabelle la prit sous son aile. Et au fil des mois, Élise devint non seulement une tireuse d'élite hors pair, mais aussi une future instructrice pleine de sagesse. Un matin, Élise osa lui demander ce qu'elle avait retenu de plus important de son passé. Isabelle lui répondit avec une douceur inattendue que la vraie force ne se prouve pas en abattant des ennemis. Elle se prouve en protégeant ce qui compte, en préparant ceux qui viendront après nous à mieux survivre que nous. Dans un coin du hangar trônait désormais une petite vitrine contenant des médailles anonymes, discrètes. Une plaque y indiquait simplement « En mémoire de ceux qui n'ont jamais pu rentrer ». Et dans son appartement, la petite boîte en bois avait trouvé une nouvelle place sur une étagère. Les 5 plaques y étaient toujours, mais elles ne pesaient plus comme un fardeau. Elles étaient devenues des guides. Chaque coup de feu parfaitement ajusté, chaque élève formé, chaque vie épargnée leur rendait hommage. Durand, quant à lui, avait disparu des radars radiés avec perte et fracas de l'armée, son dossier entaché à jamais. Et lorsqu'elle repensait à lui, ce n'était ni la haine ni la colère qu'elle ressentait, mais une forme de pitié froide. Il n'avait jamais compris la différence entre commander et inspirer, entre imposer et former. Son sort était logique. Les années passèrent. Lorsque son contrat avec la base prit fin, elle partit aussi discrètement qu'elle était arrivée. Sans cérémonie, sans discours. Mais le programme qu'elle avait mis en place continua, dirigé désormais par ses anciens élèves, son héritage à elle. On raconte qu'elle s'installa dans un village reculé, loin des casernes, pour enseigner la précision et la discipline aux chasseurs et tireurs sportifs locaux. Ceux qui venaient la voir ne savaient rien de son passé. Ils la connaissaient seulement comme une formatrice exceptionnelle, patiente, exigeante et incroyablement perspicace. Et parfois, seule dans les bois, elle plaçait une cible à distance impossible, épaulait son vieux fusil et tirait. Une balle, un impact parfait. Un hommage silencieux aux 5 noms qu'elle murmurait toujours en elle. Et elle se souvenait qu'il n'était pas mort en vain. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur Fort-du-Mas et bien au-delà. Les soldats formés par elle enseignent à leur tour à d'autres, perpétuant ses leçons. Et dans ce cercle d'hommes et de femmes forgés par son exigence, un murmure subsiste. La plus grande force ne réside pas dans la gloire. Elle se révèle dans ceux que vous préparez à vous succéder. Isabelle Marais avait choisi l'anonymat plutôt que l'acclamation, l'enseignement plutôt que la domination, le service plutôt que l'orgueil. Et elle avait prouvé qu'un véritable guerrier n'avait pas besoin d'éclat pour briller. Son héritage, des vies sauvées, des standards relevés, des hommes et des femmes qui n'oublieront jamais que la précision et l'humilité peuvent, à elles seules, décider de qui rentre à la maison et qui finit sous un drapeau plié. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.
Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.